Jaf ta mère. Jaf ta mère, le best-of 2020, partie 2. Alors aujourd'hui, nous allons discuter avec monsieur Jean-Pierre Winter, auteur de plusieurs ouvrages chez Albin Michel, notamment dernièrement Transmettre ou pas, ainsi que son dernier livre L'avenir du père. Monsieur Winter a été auditionné par la commission des lois du Sénat et à l'Assemblée nationale dans le cadre de Mariage pour tous et de la PMA. Il appartient à l'Académie de médecine, il est psychanalyste depuis 40 ans, dont 25 ans en province et à Paris en CMP. Il est juriste, il a une licence et un master en philosophie. Il est enseignant à Louvain dans les psychopathologies de l'enfant. Il est membre de l'école freudienne de Paris. Il a d'ailleurs fait sa thèse avec monsieur Lacan. Il a coécrit avec Françoise Dolto Les images, les mots, le corps chez Gallimard. Il est cité dans l'encyclopédie de la famille. Il est papa de 3 garçons de 2 mamans différentes, 2 psychiatres et 1 violoniste. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur l'avenir du père, la fragilisation du père, l'évolution de la place du papa et des comportements éducatifs, la difficulté de rester père après une séparation conflictuelle. Nous allons parler d'égalité homme-femme qui est différente de l'égalité père-mère. Nous ferons un encart sur les nouveaux couples, la famille homoparentale. Nous parlerons de son futur ouvrage en instance de parution qui s'appelle La pratique de Lacan. Voilà, c'est sur RLP, Jean-Pierre Winter, c'est un honneur, un habitué des plateaux télé et des médias français qui a pris le temps de venir nous parler de son expérience pour nous aider dans cette quête de vérité autour de la compréhension des problématiques, des situations de séparation familiale avec enfants. Monsieur Jean-Pierre Winter, sur RLP 102.3, avec nous pour un entretien exclusif, qui nous fera part de son expérience et de ses avis sur les questions que nous allons lui poser. Monsieur Winter, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, bonjour. Bonjour à vous, merci. Vous êtes donc de l'école lacanienne, vous avez travaillé avec Françoise Dolto, bon, je vous ai introduit un peu précédemment. Vous avez sorti il y a 1 an et demi un ouvrage qui s'appelle L'avenir du père aux éditions Albin Michel. Pourriez-vous en quelques mots nous en parler, s'il vous plaît ? En quelques mots, oui, c'est toujours difficile de résumer en quelques mots un livre de 150 pages. Mais, quels sont les grands thèmes, quelles sont les grandes lignes et les grands thèmes que vous avez voulu exprimer ? Les grands thèmes, ça partait d'une réflexion sur qu'est-ce qu'un père, étant donné que du point de vue psychanalytique, la définition de ce qu'est un père, dans la mesure où ça ne se réduit pas à qu'est-ce qu'un géniteur, était une question très complexe, une véritable aporie, avec des dimensions très diverses qui sont à la fois symboliques, imaginaires et bien sûr biologiques, bien réelles. Et donc il s'agissait à partir de cas cliniques et aussi d'exemples empruntés à la littérature ou au cinéma, comme par exemple le film de Benigni La vie est belle, de réfléchir au rôle du père, à son statut, à sa fonction, à sa nomination, à son rôle, dans divers aspects, pour en montrer la complexité, l'utilité, et surtout c'est le cas de le dire, la pérennité à travers les âges. C'est à montrer que quels que soient finalement les aléas des lois et des lieux, il y avait quelque chose que je pourrais appeler un minimum syndical du père à travers l'histoire. Voilà, pour résumer très rapidement et à grands traits, le tout s'appuyant évidemment sur l'expérience clinique de la psychanalyse avec des adultes et avec des enfants qui remonte maintenant à plus de 40 ans. Alors, vous avez été auditionné par les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale dans le cadre du mariage pour tous et de la PMA. Avez-vous l'impression que vos interlocuteurs étaient sensibilisés à ce point et comprenaient l'importance du père dans la construction de l'enfant ?
Écoutez, globalement, non. Non. Pour des raisons qui sont d'abord politiques. C'est-à-dire que quand des gens comme moi sont appelés à auditionner, les jeux sont faits, en fait. C'est-à-dire ça relève d'un semblant de démocratie, les décisions sont prises, les lois sont déjà écrites, et on peut éventuellement influer à la marge, mais pas plus. Là où j'ai eu le sentiment d'être écouté, c'est de temps en temps un député ou un sénateur qui manifestait qu'il n'était pas insensible aux questions posées, mais sinon c'est l'essentiel, ça a été surtout à l'Académie de médecine et un petit peu le Comité national d'éthique qui s'est divisé sur ces questions-là. Mais le tout est pris dans un ensemble de remise en question de la fonction paternelle, de remise en fonction du statut du père, je dirais en termes psychanalytiques de mise à mort du père, qui relève de l'état général de notre société et qui est un mouvement, me semble-t-il, difficile à retourner, qui est, me semble-t-il, presque irréversible. Ce que je sais par l'expérience clinique et avec les enfants, c'est que si, sous prétexte de séparation, sous prétexte de divorce, etc., la mère profite du fait, la mère et le père d'ailleurs, profitent de la situation pour essayer de dégommer aux yeux de l'enfant le père qu'il est, évidemment, ça va mal se passer, d'autant plus que la société elle-même ne soutient pas les pères. Donc, d'une certaine manière, a priori, la mère joue sur du velours. L'important, c'est de penser à l'enfant. Oui. De penser que l'enfant, ses parents se séparent, c'est extrêmement douloureux, très douloureux, quel que soit l'âge, je dirais. De 0 à 20 ans, j'ai des exemples de jeunes gens de 20 ans dont les parents se sont séparés dans l'année qui a précédé, qui vivent ça comme une immense blessure. Mais si en plus l'un des deux parents ou les deux se mettent à casser du sucre en disant sur le dos de l'ex-conjoint, en disant ton père est un salopard, ton père a fait telle ou telle crasse, ton père est un hors-la-loi, ton père, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'issue. Alors, quelles sont les conséquences, à votre avis, vous, en tant que thérapeute et psychanalyste, dans la construction de l'enfance et de la petite enfance, de l'abolition de ces différences? Une grande confusion pour la plupart, mais je vous répondrai, pour l'instant, on va attendre. On manque de recul, c'est ça? D'accord. On manque totalement de recul parce qu'en fait, il faudra plusieurs générations pour voir les conséquences. C'est peut-être un des motifs du livre que j'ai écrit, c'est-à-dire de questions qui obligent à repenser en quoi un père est un père, je dirais presque indépendamment de ce qu'il fait. Comment peut-on rester père lorsque justement on est attaqué dans cette position par la société ou par notre ex-conjointe et qu'on a beaucoup moins d'accès à nos enfants après la séparation? Comment fait-on? Alors, si j'avais la réponse, croyez-moi, aujourd'hui je serais quelqu'un de très 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 important. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 aujourd'hui avec monsieur Gérard Néran, sociologue. Monsieur Néran, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, je vous remercie de venir avec nous. Vous êtes donc sociologue, professeur émérite à l'université Paul Sabatier Toulouse 3, membre de l'équipe CRESCO, Centre de recherche sciences sociales, sport et corps, responsable du CIMERS, je sais pas comment on prononce, CIMERS, c'est ça? Oui, CIMERS, oui. Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherche en sciences sociales, laboratoire associatif. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et de ce que vous faites? Oui, alors moi j'ai commencé par faire des études de psychologie jusqu'à un DSS de psychopathologie. Et puis, suite à un concours de circonstances, j'ai embrayé sur des études de sociologie, donc, et puis je me suis
spécialisé, on va dire, dans la sociologie de la famille et de la vie privée. Donc, à partir des années 80, j'ai pu réaliser un certain nombre de recherches sur la conjugalité, la parentalité, les enfants, les adolescents, les effets des séparations conjugales, les couples mixtes franco-étrangers, enfin tout un ensemble de choses qui touchent à la façon dont la famille et la vie privée est organisée aujourd'hui, et ces transformations extrêmement importantes, évidemment, depuis les années 60. Je vois effectivement qu'entre 1989 et 2019, vous avez publié 25 ouvrages dans diverses sociétés d'édition, de l'Harmattan jusqu'à la Fondation de France, en passant par les éditions Yakapa, ainsi que au PUF, en publication universitaire française, préserver le lien parental pour une prévention psychique précoce. C'est donc à la découverte, CRS, effectivement. Donc certains il y a travaux, eu plusieurs. Tout à fait. Que pensez-vous aujourd'hui de l'évolution de la place du père dans la société, c'est-à-dire de la parentalité en général? Est-ce qu'il y a une mouvance de la parentalité? Et dans cette mouvance de la parentalité, que devient le père au niveau sociologique? Évidemment, les conditions sociales se sont complètement transformées depuis les années 60, où le modèle de famille était unique. C'était un modèle que l'on qualifie aujourd'hui de traditionnel, où les rôles de sexe étaient très différents, où le mariage était fondateur de la famille. Donc c'est plus du tout le cas aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même configuration, c'est l'enfant qui fait famille. Il y a 4 façons de vivre en couple différentes. On peut être en union libre, on peut être en concubinage avec quelques droits, on peut être pacsé ou on peut être marié. Donc, plus de 60% des enfants naissent hors mariage, donc c'est plus le mariage qui fonde la famille comme ça a pu l'être jusqu'à la fin des années 60. Et tout ça renvoie à tout un ensemble d'évolutions qui se sont effectuées un peu en parallèle et qui d'une certaine façon sont rentrées en phase à la fin des années 60, au début des années 70, ce qui explique que le basculement dans de nouveaux modes de fonctionnement familiaux parte en quelque sorte du début des années 70. Et un indicateur, enfin il y en a plusieurs indicateurs statistiques qui rendent compte de l'importance de ces transformations, mais un que l'on connaît bien, c'est le taux de divorce de divorcialité qui était de 10% en 70 et qui en 80 dépasse les 30%. Donc il y a quelque chose qui a basculé effectivement dans cette décennie et on est rentré dans un autre mode de fonctionnement. On est dans une évolution très forte des rôles masculins et féminins, avec une égalisation des places, bien sûr, et une remise en cause des schémas, je dirais presque ancestraux, parce que l'organisation de la famille a quand même, et notamment telle qu'elle était basée sur le secondement du mariage, fonctionné pendant des siècles, si ce n'est des millénaires, sur ce modèle. Donc on est rentré dans une nouvelle ère où les choses sont très différentes de l'époque antérieure. D'accord. Donc si on observe cette évolution du nombre de divorces dans la société, avez-vous observé comme moi une augmentation du nombre de familles monoparentales? Oui, il y a une augmentation de familles monoparentales qui produit cette augmentation de difficultés. Une difficulté notamment concernant les milieux les plus populaires, qui est la précarisation des mères isolées. Donc plus du tiers des mères qui ont la garde de leur enfant sont en dessous du seuil de pauvreté, et une difficulté d'un certain nombre de pères à maintenir le lien à leur enfant, même si c'est moins fréquent que dans les périodes antérieures. Il y a toujours un nombre relativement important de pères qui ne voient plus du tout ou qui voient rarement leurs enfants. Cette approche corrobore les questions suivantes, en fait, c'est-à-dire que les familles monoparentales sont en fait des familles féminines, gérées par la mère, ce sont pas des familles monoparentales gérées par le père. Donc on voit bien qu'après les séparations, nous avons création de cellules isolées mère-enfant avec un père qui est en difficulté pour joindre son enfant.
Il y a environ un dixième des familles monoparentales qui sont paternelles et donc un dixième qui sont maternelles. Donc on a 90-10. Oui. Si les mères, elles plongent pas comme peuvent plonger certains pères après la séparation familiale, c'est qu'elles s'accrochent à leurs enfants pour se reconstruire après la séparation et ça peut entraîner des difficultés importantes parce qu'elles reconnaissent la place du père. J'ai dit ça peut, j'ai pas dit que ça le faisait à tous les cas, hein, mais il y a toujours une frange de situations extrêmement problématiques et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous, en tant que spécialiste, observateur, sociologue, comment voyez-vous la famille française évoluer, votre vision de l'avenir sur la famille ? Bon, les sociologues répugnent beaucoup à faire de la prospective parce qu'en général, l'évolution historique leur montre qu'ils se sont plantés. Donc, je ne vais pas prendre trop de risques en disant que il va y avoir de plus en plus de formes familiales différentes, de plus en plus de diversité familiale et donc forcément de plus en plus de complexité familiale. Parce qu'il y a une évolution qui est double. Il y a une évolution au niveau des structures de la famille, bien sûr. Aujourd'hui, il y a évidemment la famille biparentale classique qui reste dominante, mais donc il y a plus de familles dites monoparentales. Il y a plus de familles recomposées, il y a plus de familles homoparentales, il y a des enfants qui sont placés en famille d'accueil, il y a des adoptions. Donc il y a au niveau de la structure familiale une diversité bien plus grande des structures qu'autrefois. Et en plus au niveau des fonctionnements familiaux, c'est-à-dire des modèles de fonctionnement à l'intérieur de la famille, la diversité est beaucoup plus grande. Il y a des familles qui restent sur des modèles assez traditionnalistes avec des rôles du père et de la mère très différenciés et des familles qui ont au contraire un mode de fonctionnement plus novateur avec une proximité du rôle paternel et maternel beaucoup plus grande avec tous les cas de figure intermédiaires. Donc effectivement la complexité et la diversification se situent à deux niveaux, au niveau de la structure, au niveau du fonctionnement. Donc du point de vue de la prospective, tout ce qu'on peut dire c'est que ça va devenir encore plus complexe dans les années à venir que maintenant, avec une variété, une diversité des familles sans doute plus grande encore qu'aujourd'hui. RLP. Radio libre en Périgord. Pour approfondir, je reçois aujourd'hui Pierre Durand. Pierre Durand qui anime les permanences de Dijon depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui en a aperçu sur plusieurs centaines de dossiers, de jugements, de parcours, entre 500 et 600. Son site, c'est sospapa-fédération-21.fr. Il faut savoir qu'il est absolument indépendant. Bonjour, nous avons avec nous aujourd'hui Pierre Durand qui tient les permanences de SOS Papa 21 à Dijon. Pierre qui est important dans mon parcours d'ailleurs, avec qui j'étais rentré en contact il y a un certain temps et que je suis heureux de pouvoir interroger. Pierre, tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous. Voilà, donc si j'ai bien compris, tu animes les permanences depuis combien de temps, tu m'as dit ? Eh ben, ça fait 5 ans maintenant, donc que j'anime des permanences sur Dijon, où je reçois en général c'est à 18h30 en fait, on reçoit les pères, enfin je vais pas dire les pères, je dirais les parents. Voilà, les parents qui viennent et qui ont des questions sur leur famille et puis notamment sur comment ça se passe aux affaires familiales. Voilà. D'accord, tu as une visibilité sur combien d'histoires, combien de dossiers durant ces 5 ans ? Je considère à peu près que j'ai une centaine de dossiers par an, une centaine de personnes qui viennent. Donc ça fait déjà à peu près, depuis 5 ans, on arrive à 500 personnes. Est-ce que tu as majoritairement des hommes ou des femmes ? Alors, j'ai, du fait du nom SOS Papa, j'ai majoritairement des hommes, mais j'ai aussi, alors très souvent des grands-mères et des secondes épouses. C'est d'ailleurs toujours amusant parce que les grands-mères c'est différent parce que c'est le côté affectif avec leurs enfants, mais les secondes épouses trouvent ce qui est ce petit côté drôle, c'est qu'elles trouvent que la justice est pas très sympathique avec leur nouveau conjoint. Elles trouvent que le système est très injuste. Ah, ça c'est aussi un de notre credo. Nous disons à Équité Parentale que le salut viendra des femmes parce que très souvent, de par la recomposition familiale, elles se rendent compte via leur nouveau conjoint
de l'injustice que celui-ci peut subir effectivement. Après 5 ans de ce travail de soutien et d'appui, quelle conclusion est-ce que tu as sur la gestion des conflits familiaux avec enfants en France? Eh ben, moi je trouve qu'avec avec l'expérience, on parle souvent, parce que c'est souvent ce que les juges aux affaires familiales, les JAF, parlent de conflit parental. Mais moi je trouve que le conflit parental, en fait, c'est un faux sujet. C'est-à-dire qu'on va laisser chaque parent va essayer forcément d'avoir plus ou moins l'enfant, mais à partir du moment où on va donner l'enfant à un des parents, c'est justement ça qui accentue le conflit. Parce que si vous êtes sur un système de résidence alternée, chaque parent a l'enfant une semaine et vous avez plus de problème de conflit. Puisque le conflit, il ne peut pas exister puisque chacun a sa semaine, l'enfant se l'échange sans difficulté et ça fonctionne beaucoup mieux. Alors que si vous avez un des parents qui a peu l'enfant, forcément il est frustré de ne pas avoir l'enfant et ça accentue les difficultés. Donc toi aussi en fait tu confirmes le fait que rendre l'enfant en tant qu'enjeu ou mettre des enjeux financiers est un accélérateur de conflit. C'est une certitude. Hein. Dès que on rentre sur ce système-là où moi, il y a un parent finalement qui est d'ailleurs, on appelle ça la résidence dans le code civil, mais c'est vraiment une garde. On appelle ça le parent gardien. C'est celui qui a la garde. Il a ce pouvoir sur le parent. Alors que quand vous êtes en alterné, vous êtes égalitaire et vous avez plus cette notion de pouvoir qui intervient. Alors, dans ces quelques centaines de dossiers, de jugements et d'expertises aussi que tu as pu lire, est-ce que tu as noté des discriminations dans le traitement homme-femme de ces documents administratifs, on va dire? Est-ce que les hommes et les femmes sont traités à égalité par la machine administrative? Alors malheureusement, moi j'interviens aussi pour d'autres associations dont j'ai des dossiers sur la France entière, donc pas que sur Dijon, mais clairement, si je prends à Dijon là où je suis le plus, la résidence alternée, elle est systématiquement refusée si la mère ne veut pas. D'accord. Donc oui, effectivement, on est sur un système d'injustice puisque quel que soit le dossier qu'on amène, si la mère dit non, vous n'aurez pas la résidence alternée. Alors, il y a un ou deux points que je voudrais qu'on aborde ensemble. Par expérience, un conflit familial qui se passe mal, en frais d'avocat, ça monte à combien? Alors, ça chiffre très vite parce que sur on va dire pour un premier traitement, on va passer une première fois devant le juge. Ça dépend si on est marié, pas marié, mais en général, chaque procédure, vous êtes entre 1500 et 2000 euros. Donc, ça se passe pas bien, on ressaisit, on arrive facilement aux 10 000 euros. Hein. Je comprends, surtout que je crois que les frais d'avocat ne sont pas déductibles du calcul des pensions alimentaires et du reste à vivre. Ah non, les avocats, c'est toujours en bonus. Hein. Ouais. Donc, quand on a des sommes assez extravagantes à payer, assez énormes, qui ne sont pas déduites, qui sont considérées comme des frais de loisirs en fait, par les grilles. Après, on se retrouve avec des restes à vivre qui sont petits. On va changer de sujet. Oui. Je voudrais te demander ton avis, toi. Est-ce que depuis les 5 dernières années, tu as vu un accroissement des dénonciations calomnieuses dans les conflits compliqués? Alors moi j'ai ça, effectivement. J'ai eu il y a 2-3 ans, c'était faut prendre ça quand même sans trop rire, mais j'avais beaucoup il y a 2-3 ans, quasiment c'était pas la violence, c'était les attouchements. Donc j'avais toutes les semaines des pères qui étaient accusés d'attouchement. Ah. Mais vraiment toutes les semaines. Et ça, c'était il y a 2-3 ans. Et depuis 2 ans, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que je n'ai depuis 2 ans plus aucun cas d'attouchement. Plus aucun. Ah. Par contre, c'est la violence. La mode, c'est la violence. Donc, on accuse le père d'être violent. Alors, il y a des cas où c'est sûrement vrai, mais voilà, moi, c'est vraiment la mode. On est passé de l'attouchement à la violence. Est-ce que tu vois une corrélation entre le message des médias et les accusations qui viennent, en fait, dans les dossiers? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un lien, et puis il y a des associations aussi qui sont un peu spécialisées là-dedans, et puis qui poussent un peu l'autre parent à dire regarde, il suffit que tu accuses l'autre parent de violence, et puis tu auras tout ce que tu veux.
Et puis la difficulté là-dedans, c'est que c'est toujours très difficile de faire la part du vrai et du faux quand les enfants sont jeunes, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des violences? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Et puis, en attendant, avec, comme je disais tout à l'heure, avec la lenteur de la justice, vous êtes accusé de violence, le temps que ça soit traité, il se passe minimum un an. Oui, puis les enfants grandissent, il y a des appels, des éloignements, on arrête de les voir. Et puis si, moi j'ai des parents, quand ils sont accusés de violence, je leur dis, là votre ou vos enfants, vous les reverrez pas pendant un an. RLP. Radio libre en Périgord. Eh bien, je m'appelle Jean-Pierre Camfort, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie dans les sciences humaines et sociales. J'ai été entre autres psychologue dans le champ de l'éducation spécialisée en Outre-mer. Et pour faire le lien avec votre émission, j'ai ces dernières années beaucoup travaillé sur la question des violences familiales, des violences éducatives et des questions qui ont à voir avec les séparations des parents et les conséquences auprès des enfants. Cet ouvrage qui a été publié chez Albin Michel est une analyse psychosociologique, si je peux dire, mais aussi psychologique surtout, de la question de l'aliénation parentale. En France en tout cas, ce qui n'est pas le cas des pays de l'Europe du Nord, en France, la question de l'aliénation parentale est encore taboue. Elle s'est développée quand même depuis quelques années, bien évidemment, parce qu'il y a de plus en plus de cas qui ont été soumis à des tribunaux, mais elle reste encore une violence qui n'est pas reconnue, qui en grande partie n'est pas reconnue par les tribunaux. Quand on parle de l'aliénation parentale, on parle de quoi? On parle d'un phénomène qui, sur le plan scientifique, si je peux dire, consiste en la manipulation d'un enfant ou d'une fratrie, ou l'embrigadement, c'est pareil, d'un enfant ou d'une fratrie par un parent contre l'autre parent au moment ou après une séparation conflictuelle. Voilà en gros la phrase qui pourrait le résumer. C'est un phénomène d'emprise, un phénomène qui s'apparente à des phénomènes pervers. C'est un phénomène extrêmement violent parce que le parent dit manipulateur, dit aliénant, utilise son enfant contre l'autre parent. Et aussi bizarre et aussi peut-être monstrueux que ça puisse paraître, ça, comment dirais-je, c'est une violence terrible parce qu'elle ne prend pas les aspects de la violence. Donc, de manière triviale, en fait, quand une séparation se passe mal, c'est lorsque un parent commence à monter le ou les enfants contre l'autre parent pour qu'il ne le voit plus, qu'il en dise du mal, etc. C'est ça, en fait, pour résumer. Oui, c'est ça. Et évidemment, ça a des conséquences énormes. Les enfants manipulés qui sont victimes d'aliénation parentale se dégradent sur le plan psychologique, sur le plan scolaire. Ils font quelquefois de l'automutilation. Ils tombent dans des dépressions sévères, où ils peuvent tomber dans la délinquance. Ils peuvent compenser par une violence extrême, se droguer et être attirés par des paradis artificiels ou devenir complètement asociaux. Le parent aliénant, lui aussi, est en quelque sorte entouré par des procédures, par des professionnels qui, s'ils sont pas complètement aveugles, arrêtent le processus pathologique et disent là vous êtes en train de manipuler votre enfant. Il s'agit de l'aliénation parentale, ça n'est pas concevable. Vous vous rendez pas compte que vous faites souffrir votre enfant pour des buts qui sont complètement égocentriques et ça peut être passible de sanctions pénales. En tout cas, dans les pays de l'Europe du Nord, qui sont évidemment beaucoup plus avancés que la France en matière de politique familiale, comme toujours, l'aliénation parentale est reconnue comme un délit et est condamnable pénalement, quoi, d'après ce que je sais. Mais parce qu'il y a aussi toute une panoplie de professionnels qui sont tout à fait clairs par rapport à ça, qui la reconnaissent comme une violence, quoi. C'est une violence terrible, c'est une violence psychologique au même titre que l'embrigadement, que le harcèlement, que la radicalisation. Je l'ai pas dit dans mon livre, mais à force de réfléchir sur les questions de terrorisme et de radicalisation, je me rends compte que finalement, l'aliénation parentale, du côté du parent manipulateur, je veux dire, et même aussi de l'enfant manipulé, hélas, parce qu'il devient aussi un processus qui a à voir avec, de près ou de loin, avec des phénomènes de radicalisation. RLP. Radio libre en Périgord. Nous sommes avec monsieur Jean Gabard, auteur du livre Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi, ainsi que de Materner et éduquer, refonder l'école, aux éditions de Paris. Déjà, comme beaucoup d'enseignants, à partir du moment où on joue la fonction de père, on n'est pas accepté, et que les parents ne nous donnent pas cette fonction, donc on est accepté que si on materne. Et c'est-à-dire que si finalement on fait du chantage affectif, quoi. Au lieu d'être de l'éducation, c'est du chantage affectif. Vous disiez, on vous demandez de mettre des bonnes notes, vous me disiez? Ah ben bien sûr, mais au bac, c'est tout le temps comme ça. Vous avez un élève qui a 8
à un exercice, on vient vous demander de monter sa note pour qu'il arrive à une moyenne. Jeff